Bonjour Jessica Bonjour Ophélie. et bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jessica Riedi, qui est la fondatrice de Kvina, mais elle aura l'occasion de vous expliquer plus en détail ce projet professionnel. Et en fait, elle est une professionnelle spécialisée dans la préparation mentale à la naissance et elle a effectué cette reconversion professionnelle après une première vie dans le domaine des RH et des finances. Donc, typiquement, le type de profil que j'adore, je les appelle les professionnels du bien-être au parcours dual qui ont osé une reconversion professionnelle après une première vie en entreprise. Mais tu auras l'occasion d'ailleurs de nous l'expliquer plus en détail. Et est-ce que tu peux d'ailleurs nous parler de ton parcours et du choix de cette reconversion professionnelle? Oui, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Donc, j'ai toujours plaisir à me présenter dans un premier temps par une partie de qui je suis avant de parler de cette partie de ce que j'ai fait ou ce que je fais. Donc, c'est vrai que j'aime penser, en tout cas, que je suis une personne bienveillante, ou en tout cas qui fait de son mieux pour être bienveillante avec les personnes qui m'entourent. Je suis également, j'aime profondément l'humain. J'aime rire, j'aime les connexions et je m'ennuie beaucoup du sérieux, ce qui ne m'empêche pas d'être très sérieuse dans ce que je fais, dans mon travail et dans le fait d'être une femme entrepreneur. Donc maintenant, je m'appelle Jessica Riedi-Muller, je suis fondatrice de Quina et je suis spécialisée dans la préparation émotionnelle et mentale à la naissance. Donc, j'accompagne les futures mamans, les futurs papas, les coparents dans leur voyage de la grossesse, l'accouchement jusqu'au postpartum, afin qu'ils puissent vivre cette période de la manière la plus sereine possible. Donc, pour comprendre aussi un peu mon parcours, donc je suis également hypnothérapeute, coach professionnel et spécialisée dans les thérapies brèves. Donc, pour retracer mon parcours professionnel, j'ai fait mon apprentissage chez Bobst. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pu découvrir, et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à découvrir le monde de l'entreprise, surtout le fonctionnement, une partie du fonctionnement d'une entreprise multinationale. Et à la fin de mon apprentissage, j'ai continué à travailler un petit peu au sein de cette entreprise avant de rejoindre une entreprise, une boîte américaine basée à l'EPFL et qui était dans le domaine euh, du biomédical. Et là, j'y ai travaillé pendant 10 ans. Et à travers ces 10 ans, donc j'ai obtenu mon diplôme de RH. Et à travers ces 10 ans, petit à petit, j'avais ce sentiment de ne pas vraiment être à ma place. C'est-à-dire que plus les années passaient, plus je me spécialisais. J'étais arrivée à un niveau, à une position où j'étais manager, j'avais énormément d'autonomie. Au niveau finance, j'étais vraiment confortable. Et donc, j'avais un peu cette place que je jugeais comme étant une place, une chance d'être à cette place-là. Et pourtant, je nourrissais depuis que j'étais sortie de l'école une croyance qui était assez forte. C'était le fait qu'il y avait deux types de personnes. Et ça, c'était vraiment une croyance personnelle. Celles qui se levaient le matin et qui exerçaient un métier avec passion, en tout cas qui se levaient le matin et qui avaient plaisir d'aller travailler, et les personnes qui se levaient le matin pour nourrir un travail plutôt alimentaire. Et je me situais dans ce groupe de personnes. Donc, je me levais et mon travail, au cours des années, perdait un peu son sens. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, par le Collège Remont, j'ai découvert la formation de PNL. PNL, donc programmation neuro-linguistique. Et j'ai, dans un premier temps, fait mon praticien et dans un deuxième temps, le maître praticien. Mais c'est vraiment cette première partie du praticien qui m'a changée. Pourquoi? Parce que j'ai découvert le monde de la communication, comment communiquer. Et au-delà de ça, ce qui a été un point crucial pour moi, ça a été la puissance des pensées. Et j'ai pu prendre conscience de mon dialogue interne, de la manière dont je me parlais à moi-même, des barrières que je me mettais, des croyances que je pouvais nourrir. Et également, j'ai pris conscience
du dialogue externe, du dialogue que j'avais avec les personnes qui m'entouraient. Et c'est cette partie-là qui, pour moi, a été un des moments clés dans mon parcours, puisque j'ai pris conscience que j'avais énormément de croyances qui, dans le passé, étaient des croyances qui m'avaient peut-être aidé, certainement aidé, et qui, au jour J, ne m'aidaient plus. Et donc, à l'issue de mon parcours et de ma formation de PNL, eh ben, j'ai eu comme une porte qui s'est ouverte. Le champ des possibilités, mon dialogue me portait. Et c'est à ce moment-là qu'avec mon copain, à l'époque, qui est devenu mon mari, on a pris la décision de partir vivre en Suède. Donc, on s'est installé vraiment dans le cliché de la Suède. Là, on était au milieu de la forêt, dans une petite maison toute rouge. On n'avait pas de chauffage, on coupait le bois dehors pour chauffer. Bref, c'était une nouvelle vie, un nouveau départ. Et c'est vrai que c'est grâce à la PNL, finalement, que j'ai pu prendre conscience que c'était possible pour moi. Et si j'avais écouté les personnes autour de moi euh, à ce moment-là, c'est vrai que j'aurais pas quitté un travail, une position pour laquelle j'avais travaillé de nombreuses années parce que j'avais trop à perdre. Et ça aurait été une de mes croyances. Ce que j'entendais autour de moi était complètement différent puisque moi, je nourrissais le fait que j'avais déjà tout gagné et que j'avais encore à gagner. Et donc, durant cette période-là, c'est là où je me suis spécialisée en tant que coach professionnel. J'ai fait ma formation d'hypnothérapeute et j'avais ce projet de devenir maman. Et là, j'ai rencontré Elodie Hunziker. C'est la personne avec laquelle on a co-créé le programme hypnomaternel. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est posé une question. On s'est dit, mais la maternité, maintenant qu'on s'y intéresse, on se rend compte qu'il y a beaucoup de discours, il y a les réseaux sociaux, on parle beaucoup de défis. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à faire autour de la maternité? Puisqu'il existe énormément d'accompagnement. Et c'est une chance pour les femmes d'avoir accès à énormément de possibilités d'accompagnement et de prendre ce qui fait sens. Maintenant, c'était quand même une question légitime. Pour y répondre, on a fait une récolte de témoignages auprès d'une centaine de mamans et on a étudié quels étaient les défis qu'elles avaient rencontrés, les problématiques, les difficultés. Et là, on a fait un bilan. Et ce bilan a été qu'elles ne se sentaient pas suffisamment préparées à l'aspect émotionnel. Donc, tous les défis qu'elles nous partageaient, c'était l'émotionnel. Et, et donc, Kvina, aujourd'hui, répond précisément dans l'accompagnement de tous ces défis émotionnels, dans le fait de les préparer, d'outiller les futures mamans, les futurs papas, les coparents. Donc, prenons deux exemples concrets. Le premier, un des défis numéro un, c'est le corps de la femme. Effectivement, on a l'information que le corps de la femme change, se transforme durant la grossesse. Ensuite, il y a l'accouchement et il faut un temps pour reprendre, retrouver sa silhouette. Maintenant, c'est un défi pour de nombreuses femmes que de voir son corps changer, mais surtout de ce premier regard qu'elles vont porter sur elles-mêmes, sur leur corps qui a changé une fois l'accouchement, une fois qu'elles ont leur bébé. Ce tout premier regard qu'elles vont porter sur leur corps qui a été transformé. Et ça, c'est une des difficultés, un des défis que les femmes rencontrent. Et c'est un des défis, et elles le vivent souvent en silence, hein. Et c'est un des défis sur lesquels on va préparer les futures mamans. Comment? C'est pas dans le fait qu'elles vont se voir et puis se dire waouh, bah en fait mon corps qu'est-ce que je suis belle et ci et ça. Non, on va garder cette réalité. Par contre, on va les outiller à savoir comment vous avez envie de vivre ce premier regard. Comment vous avez envie de vous voir à cet instant? Quelles sont les pensées que vous avez envie de nourrir? Qu'est-ce que vous avez envie de, est-ce que vous avez envie de porter de la bienveillance envers la personne que vous êtes et le travail que votre corps a fait? Donc, on va se préparer sur des sujets bien spécifiques. Un autre sujet, euh, le fait que on a l'information qu'il y a certaines mamans, quand elles voient leur bébé pour la première fois, elles ressentent ce lien extrêmement fort, fusionnel avec leur bébé dès les premiers instants. Tout est beau, magnifique. Il y a d'autres femmes, on le sait, qui, lorsqu'elles voient leur bébé, cet amour peut prendre du temps à se construire. Maintenant, le fait d'avoir l'information ne va pas forcément, euh, ch- j'ai envie de dire, changer la manière dont elles vont le vivre. C'est-à-dire que pour une maman qui a eu cette information et qui voit son bébé pour la première fois et qui ne ressent absolument rien, ça peut être vécu comme une difficulté. Alors on va là, au-delà de l'information, l'outiller à et si, et si cette éventualité arrivait, comment est-ce que vous avez envie de le vivre?
Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Et on va être dans des sujets vraiment spécifiques comme celui-ci. La fatigue également, il existe énormément d'outils pour accompagner, pour gérer la fatigue. On le transmet, profitons-en. Donc voilà. Maintenant, euh, pourquoi une préparation mentale? Ben, c'est bien entendu pour répondre à ces défis émotionnels. Et également, en donnant une analogie qu'on fait très souvent en lien avec la maternité, c'est que euh, autant un sportif pour un marathon va se préparer physiquement, s'il se prépare uniquement physiquement, il va certainement réussir à atteindre son objectif. Maintenant, comment est-ce qu'il l'a vécu? Ça, donc, quand un sportif de haut niveau se prépare mentalement, il ajoute une dimension qui va lui permettre d'aller plus loin, s'il y a des défis, de pouvoir les surmonter et d'être encore plus fort dans cette transition, de pouvoir se retourner et vivre cette période comme il l'a décidé. Pour la maternité, encore plus, puisque la maternité, on parle d'émotions, on parle de sentiments, on parle de liens, on parle d'amour. Donc, aujourd'hui, on prépare spécialement principalement, pardon, les femmes sur l'aspect physique. Technique de respiration, position du bébé, voilà. Alors que la maternité, c'est l'émotionnel. Et donc là, on vient pas effacer, mais on vient ajouter une complémentarité à une préparation physique faite par des professionnels de la santé, par des sages-femmes, par des médecins, vraiment tous les métiers professionnels dans l'accompagnement au niveau physique et santé. Nous, on vient, en tant que professionnels dans la préparation mentale, ajouter cette complémentarité. Pourquoi? Pour réduire les chiffres qui sont quand même alarmants au jour d'aujourd'hui, qu'une femme sur trois vit un accouchement comme un moment traumatique. C'est énorme. Donc, on vient pour outiller les futurs parents dans cette transition-là. Donc, voilà le parcours. Et donc, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir. Donc, bon, je suis maman, hein, donc j'ai un enfant premier qui est né en Suède, le second en Norvège. J'ai visité les maternités scandinaves, tant dans mon parcours personnel que professionnel. Et aujourd'hui, après 6 années, je viens inspirer vraiment de la Suède qui marque un point d'honneur dans la préparation émotionnelle, qui porte une importance énorme dans la préparation au niveau du postpartum. Aussi dire que durant mon parcours personnel, je n'ai pas eu de cours de préparation à l'accouchement, du tout. Par contre, au niveau du postpartum, là, pendant un an, un suivi qui est vraiment régulier à travers chaque semaine. Donc, c'est vraiment riche de toute cette expérience que je viens aujourd'hui, dans ce début d'année, m'installer en Suisse et offrir cette chance aux futures mamans, aux futurs papas, aux coparents, aux familles, d'avoir un accompagnement sur des sujets qui touchent à l'émotionnel et se préparer à ces sujets avec un mental fort. En tout cas, mille merci pour ce partage tant personnel que professionnel. J'allais justement rebondir sur ce que tu as dit en te demandant quelques défis émotionnels que les mamans peuvent vivre d'un point de vue émotionnel. Mais tu l'as fait, donc assez naturellement en évoquant le corps de la femme, le premier regard qu'on peut porter sur son enfant, son bébé, et également brièvement la gestion de la fatigue. Donc merci beaucoup, c'était très concret. Mais j'aimerais bien rebondir sur deux autres aspects que tu as évoqués, mais plutôt par rapport à ton parcours dans le cadre de ta reconversion professionnelle, parce que je pense que les questions que tu t'es posées par rapport à ton parcours de vie, souvent, ça peut interpeller plusieurs autres femmes qui peuvent se retrouver un peu dans la même situation que toi, hein, un poste à responsabilité managériale, un salaire confortable, un statut validé par ses proches, sa famille. Donc au final, pourquoi en fait tout laisser tomber? Quel est en fait ce dialogue interne que tu as évoqué, que tu as su activer en quelque sorte? Comment se reconnecter en fait à cette voix intérieure, à cette, j'imagine aussi peut-être intuition. Je ne sais pas si c'est en lien ou peut-être que c'est complètement différent. Donc si tu as peut-être des astuces à partager sur comment tu as fait pour le ressentir. Mhm. Mhm. Alors, c'est grâce au développement personnel, mais au-delà de ça, comme je le disais, c'est la puissance des pensées. Et quand, là, tu parlais je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais euh, de tout perdre ou
Le fait de penser qu'on va perdre, qu'on va, qu'on va devoir tout recommencer, ça fait peur. Et ça me donne pas envie, même quand je le dis, de perdre quelque chose, même si c'est pour gagner autre chose. Franchement, je préfère peut-être rester dans ma zone de confort. Et donc, c'est là où, pour moi, il y a eu la prise de conscience que, la première, je ne perdais pas. Tout ce que j'avais travaillé, là où j'en étais arrivée, c'était comme si j'avais une boîte à outils et j'avais ajouté plein d'outils dedans. Et que, en partant, j'allais ajouter quelque chose. J'allais gagner quelque chose. Donc ça, c'était ma vision à ce moment-là. Euh, Maintenant, également, de ne pas voir d'un côté tout ce qui est noir et de l'autre côté tout ce qui est blanc. C'est-à-dire que ça se construit, chaque projet se construit de la manière dont on a envie de le construire. Pour moi, je voulais garder une partie de sécurité. Et c'est ces grandes questions, finalement. Qu'est-ce que la sécurité? Parce que pour moi, la sécurité, dans un premier temps, quand je répondais à cette question, c'était financier. Ok, donc finalement, il me faut un capital pour pouvoir partir. Si je vais plus loin dans cette question, que signifie la sécurité pour moi? Pour moi, c'était au-delà du financier, c'était d'avoir un travail qui me permettait ensuite d'avoir à la fin du mois une entrée. Donc, ce que j'ai fait, c'est déjà me questionner sur ces questions fondamentales de qu'est-ce que j'ai besoin, quelles sont mes peurs, quelles sont mes craintes, et ensuite de les modifier dans mes pensées. Ensuite, j'ai gardé une partie. Dans un premier temps, j'ai continué à travailler dans, dans l'entreprise et je me suis en même temps, en parallèle, ben voilà, j'ai débuté ma formation dans un premier temps de praticien en PNL. Ensuite, j'ai fait une formation d'hypnothérapeute. Et en même temps, j'avais toujours mon travail durant cette Mhm. période-là. Et à un moment donné, il y a un peu ce grand plongeon où je me dis, bah, là, c'est le moment. Là, c'est le moment parce que j'ai le sentiment d'avoir travaillé, j'ai le sentiment de me sentir à l'aise. J'ai construit aussi au sein de ma famille, de mon couple, un socle qui me permet d'avancer. Et là, voilà. Mais cette partie de perdre, je ne l'ai pas. Moi, je gagne. J'ai envie de gagner, j'ai envie d'ajouter. Et une autre question pour laquelle, c'est cette question qui guide vraiment chacun de mes pas. Et c'est cette question qui m'a fait aussi quitter la Suisse, donc qui m'a permis de partir en Suède. Ça a été, et je me la pose toujours encore et maintenant, hein, c'est est-ce que tu le regretteras si tu ne l'as pas fait? Si la réponse est oui, alors il faut que je le fasse. Si la réponse est non, alors c'est bon. Je me la pose même dans mon alimentation. J'adore. Et c'est marrant que tu évoques d'ailleurs le sujet de l'alimentation, parce que c'est justement un exemple que je trouve intéressant par rapport à la perte. Justement, souvent, on peut se dire, j'ai peur de perdre tout ce que j'ai construit aujourd'hui au travers d'un poste que je quitte. Mais il y a aussi cette problématique de la perte de poids. Souvent, on dit, je veux perdre du poids. Mais en fait, le problème, c'est que le cerveau humain n'aime pas perdre, parce que c'est une question de survie. Donc du Exactement. coup, si on est dans une logique de je veux perdre du poids, bah, en fait, il va plutôt avoir l'effet inverse. On va peut-être perdre, mais pour regagner. Et je pense Exactement. que tu as donné un bon exemple avec ce poste, enfin, le travail. On ne perd rien, on a tout acquis et on peut l'enrichir. Et j'aime beaucoup ton image. Oui, absolument. Dans la perte de poids, c'est une des premières choses euh, que j'entends aussi, hein. Je demande toujours, j'invite toujours à reformuler cette question. Qu'est-ce que tu as envie de gagner? C'est une question que je pose souvent, hein, aux femmes. Plutôt, est-ce que tu as envie de gagner en énergie? Est-ce que tu as envie de gagner en souplesse? Est-ce que tu as envie de gagner euh, voilà, ou gagner une course, ou j'en sais rien. Mais et l'énergie, elle est tout à fait différente. C'est sûr. Et comme évoqué précédemment, j'ai dit que je voulais rebondir sur deux aspects. Donc par rapport au deuxième, tu expliquais justement qu'il fallait déconstruire certaines croyances. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de croyance concrète que tu as déconstruit et comment tu as fait pour le déconstruire? Quelles ont été tes ressources ou peut-être les livres qui t'ont inspiré ou une phrase que tu as entendue qu'on t'a dite et qui t'ont permis de switcher? Alors oui, je trouve que c'est une très très bonne question. J'avais une croyance, quand j'étais enfant, je rêvais d'être psychologue.
Et puis, en même temps, à l'école, voilà, je faisais pas partie de ceux qui étaient promis à des grandes études, mais j'étais pas non plus promise à rien ou j'en sais rien. Je faisais vraiment toujours partie de cet entre-deux, quoi, que je juge comme étant bien triste pour un enfant ou un adolescent d'être catalogué dans ce genre de niveau. Bref, ça, c'est un autre débat. Et du coup, on m'a dit, donc j'aimais aussi les chiffres. J'étais passionnée par l'algèbre. Mais malheureusement, j'étais pas promise à de grandes études, donc ce que mon professeur me disait à l'époque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme j'aimais les chiffres et puis que j'avais 15 ans, la comptabilité était une option. Donc, les finances. Donc, j'ai commencé. J'ai commencé en apprentissage. Ensuite, j'ai trouvé une super boîte où travailler. Ensuite, j'ai pu me perfectionner. On m'a donné des responsabilités. Et hop, 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 je monte toujours, toujours un peu plus haut. Et ce rêve, pour moi, de devenir psychologue à l'époque, eh ben, il s'efface. Et c'est là où, à travers les années, je perdais du sens à ce qui m'animait, ce qui était à l'intérieur de moi. Et plus j'évoluais, plus je grandissais, j'apprenais et j'avais d'expérience, plus je me rapprochais finalement d'une position qu'on rêve d'avoir, plus je m'éloignais de, à la base, ce qui était important pour moi. Et plus tard, j'ai bien compris ou j'idéalisais le métier de psychologue. Au fond, ce que moi j'aimais, c'était l'accompagnement. Donc, là, ça a été une croyance. Et mes pensées, ce qui m'a permis de déconstruire cette croyance, c'est le fait de me questionner, de reprendre en fait ces rêves d'enfant que j'ai enfouis, de le reprendre et de le questionner. Mais en fait, c'est quoi psychologue? Comment est-ce que je l'imaginais? Qu'est-ce que j'aime dans ce métier? Et une fois que j'avais ce mot qui est tombé pour moi, accompagnement, je me suis dit, mais il existe énormément de métiers dans l'accompagnement. Et en fait, je creuse, je vais chercher des informations tant externes dans ce qui existe, les formations, les cursus, et ci et ça, mais tant aussi dans mon intérieur, dans qu'est-ce qui est important pour moi. Et cette question, je la trouve c'est tellement importante. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important dans ce mot accompagnement? Qu'est-ce que je me vois faire? Sans avoir peur d'aller dans, dans les rêves, parce que on peut s'y rapprocher. Et sinon, une autre question que je voulais te poser, c'est quels sont, selon toi, deux conseils que tu aimerais partager auprès des mamans actives pour se préparer sur l'aspect émotionnel associé à la maternité? Mhm. Alors, par rapport aux femmes dans le monde de l'entreprise, déjà, j'aimerais dézoomer en lien avec la société. C'est vrai que la société a un regard plutôt tendre qui entoure les futures mamans. C'est-à-dire qu'on va leur laisser place dans les transports, on va leur ouvrir la porte, voilà. Maintenant, si on zoome au niveau des entreprises, euh, il, il peut y arriver, enfin, il peut y avoir des femmes qui sont dans un environnement d'entreprise avec une entreprise avec des valeurs très humaines et qui appliquent ces valeurs humaines. Et donc, ou si je donne un exemple, la future maman va demander à avoir un congé maternité qui soit plus grand, plus long. Déjà qu'il est assez court, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et là où l'entreprise va comprendre et accepter et faire en fonction, elle aura cette possibilité-là. Maintenant, si on prend une entreprise qui n'a pas cette possibilité-là, qui ne peut pas offrir cette possibilité-là, ça peut être également un défi pour la future maman de savoir qu'elle n'aura que 3 mois de congé maternité et de se préparer en amont. Donc ça peut être un sujet, ça peut être aussi un sujet, une difficulté vers laquelle il est important de se préparer. Pourquoi? Parce que là, je rebondis sur du coup un deuxième exemple, mais euh, j- j'entends et je reçois énormément de mamans dans le monde de l'entreprise qui me partagent le fait que la première semaine, quand elles ont repris, déjà elles étaient angoissées à l'idée de reprendre et en plus me partageant que dans les toilettes, les premiers temps, elles se cachaient pour pleurer. Et c'est une réalité encore une fois en silence des femmes qui reprennent le travail. Tant il y a une partie qui se réjouit vraiment et puis voilà, tant il y a une partie de femmes qui le vivent comme étant un des défis. Et ce qu'on entend, c'est plutôt, ça va aller, t'inquiète pas. Pour autant,
ça reste une réalité. Et un des conseils, ou les deux conseils que je pourrais amener, c'est le premier, c'est de se préparer. Préparez-vous, c'est pour ça, sur ce plan émotionnel. Comment est-ce que vous avez envie de le vivre? Et là, ça va pas être une préparation dont on lit et on applique, parce que chaque personne, chaque voyage maternel, quand on parle de sentiments, d'émotions, ça, c'est unique. Et donc, chaque personne va vivre son voyage et cette transition à sa manière. Donc, se préparer, c'est s'outiller. Donc, s'outiller dans une préparation. Et comment? J'ai envie de dire, il y a juste derrière moi un tableau avec un mot où c'est marqué anticiper. Mais c'est ça, dans la préparation, on anticipe, alors qu'on va savoir en tant que femme qu'on va reprendre le travail, on anticipe cette préparation. Et c'est ce qu'on fait au travers de nos accompagnements, des femmes que j'accompagne également. Et donc, pour terminer, j'aimerais de nouveau rebondir sur le mot accompagnement que tu as évoqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet accompagnement? Comment ça se passe? À quel moment, en fait, les femmes peuvent commencer cet accompagnement? Est-ce que c'est avant la grossesse, au début de la grossesse, au milieu de la grossesse, déjà après l'accouchement? Quels sont les outils, en fait, que tu peux proposer? Alors, j'accompagne tant les futures mamans, que ce soit dans le projet bébé, que tout au long du parcours de la maternité qui les guide vers la maternité. Maintenant, pour répondre dans les prestations de Kvina, on va voir un accompagnement spécifique avec comme outil l'hypnose où là, ce sont des futures mamans qui ont souhait d'avoir un accompagnement beaucoup plus en lien avec la respiration, la détente. On va retrouver un petit peu ce côté méditation, de connexion, et puis voilà, un moment vraiment pour elles où elles peuvent se déconnecter. Ça va être hypnomaternelle et où elles vont également recevoir des audios d'auto-hypnose que à la maison elles peuvent écouter et puis être en mesure de choisir le voyage de la maternité qu'elles ont envie souhaitent de vivre. Donc ça, c'est un premier accompagnement. Le deuxième accompagnement, là, ça va être un accompagnement avec plutôt conversationnel, donc une préparation, un cours de préparation à la naissance, où on va aller explorer différents sujets, hein, comme les remarques et les jugements, le corps de la femme, euh, voilà, la femme qu'on s'est imaginé être, la maman qu'on s'est imaginé être et la réalité. Donc là, on va être dans du conversationnel. Et là, c'est un accompagnement qui est sur 4 séances, tandis qu'hypnomaternelle est sur 5 séances. Et quand je dis hypnomaternelle, c'est 2 séances grossesse, euh, une séance pour la préparation à l'accouchement et 2 séances pour le postpartum. Et quand je dis préparation à l'accouchement, que ce soit dans tous les accompagnements de Kvina, ce qui est important, c'est que on va se préparer non pas sur tout ce qu'on ne contrôle pas, parce que ça, on ne peut pas vraiment le définir, comment ça va se passer, mais vraiment sur la manière dont elles ont envie de vivre cet accouchement et ce moment-là. Donc, dans les pensées, quels sont les dialogues qui vont aider, voilà. Donc là, on a 2 types d'accompagnement différents et on a l'accompagnement, bien sûr, pour le coparent, l'accompagnement pour les futurs papas, qui est combiné. Donc, c'est vraiment une force quand les deux parents souhaitent faire cet accompagnement parce que là, on va vraiment parler de, par exemple, lien paternel, d'une préparation, comment être actif le jour de l'accouchement, parce qu'on entend souvent, ah, mais j'étais pas à ma place, je savais pas trop comment faire. Voilà, là, on va avoir un accompagnement spécifique dédié aux coparents. Et donc, en dernier, je forme les professionnels qui travaillent en lien avec les, comment dire, les futures mamans qui sont dans la périnatalité. Là, j'accompagne les professionnels à les outiller, à leur donner des outils dans la préparation émotionnelle et mentale qu'ils peuvent appliquer ensuite à leur métier, qu'ils soient sage-femme, euh, l'accompagnement, psychologue, thérapeute, doula. Voilà, c'est des outils émotionnels qu'ils vont pouvoir ensuite appliquer. Donc, à travers cette formation complète de 5 jours. Ok, top. Merci. Donc, du coup, tu as évoqué un accompagnement pour les futures mamans et un accompagnement pour les professionnels de la maternité. Oui. J'aimerais aussi rebondir, j'aime bien ce mot, sur la préparation mentale et tu avais également parlé des sportifs. En fait, il faut savoir que les sportifs sont également préparés, par exemple, à l'échec, à la défaite.
Pourquoi? Parce qu'ils vont être amenés à parler devant les médias. Mais pour pouvoir parler de manière authentique devant les médias, en fait, ils doivent vraiment travailler leur système de pensée et leurs croyances. Et j'ai l'impression un peu de retrouver ça justement dans ton accompagnement on peut pas tout contrôler. On peut contrôler ce que nous, on peut faire. On peut contrôler nos pensées. On peut pas contrôler, par contre, la réaction des médias ou tout ce qui va se passer autour. Mais en fait, voilà, c'est quelque chose qui est très pratiqué chez les sportifs euh, et pas du tout connu, hein, en fait, dans le monde de la maternité. Mais au final, ça se transpose assez bien. Exactement, exactement. Et c'est vraiment une des clés finalement et une des souffrances quand on dit une femme sur trois vit en accouchement comme un moment traumatique. Nous, on imagine, enfin souvent quand on entend ça, on s'imagine, mais oh, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que certaines fois, c'est des petites choses. C'est des petites choses pour les autres, mais qui sont des grandes choses pour la personne qui le vit. C'est le corps médical qui a eu un mot qui semblait déplacé pour cette personne-là et qui l'a vécu comme qui a gâché son voyage vers la naissance. Et c'est là où on se prépare à vouloir accoucher dans une baignoire ou à accoucher sans péridurale ou accoucher à la maison, dans une maison de naissance ou à l'hôpital, peu importe. On se prépare pendant des mois sur des aspects sur lesquels peut-être on a peu de contrôle ou pas de contrôle. Alors que si on combine cette préparation, qui est extrêmement essentielle aussi d'avoir une vision et de savoir comment on a envie que les choses se passent, maintenant, si on ajoute la dimension du mental, eh ben, si un des facteurs ou des contextes change ou n'est pas celui qu'on a imaginé, alors dans ce cas, on garde quand même un mental fort qui me permet de faire face à ce défi-là et d'ajouter de la douceur. Voilà. Mhm. Et de la bienveillance envers soi. Oui, En tout cas, merci beaucoup pour ton partage, avec pour plaisir. toutes tes astuces, pour tes conseils, pour tes exemples aussi très concrets. Euh, Comme vous le savez peut-être, j'aime bien terminer mes podcasts par un mot de la fin. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin à nous partager? Un mot de la fin, c'est, hum, je dirais, prenez conscience de votre dialogue interne et soyez bienveillant avec vous.